dans le cours de l'instruction, le nom de Képi vient à la surface, de même que celui de Rosset. Et donc Rosset, le 2 décembre 1944, reçoit la visite de la Gestapo qui vient pour l'arrêter. Par la suite d'un ensemble de circonstances tout à fait remarquables, il arrive à s'en réchapper. En fait, il sort, il se tire par les jardins, et il arrive à se cacher. En plein centre de Colmar. Puisqu'il va se retrouver rue des Têtes, la photo de l'immeuble dans notre livre, il va être abrité par une doctoresse amie, en fait, la doctoresse Erika Sittler, voilà. Donc, voilà au moins quelques-unes des raisons pour lesquelles, entre Rosset et les nazis, ça n'a jamais marché. Hein. Malgré toutes les tentatives qu'ont faites les nazis, parce que les nazis avaient besoin de lui. Hein. Maintenant, on en vient à la question, comment son double jeu a-t-il pu réussir, hein. Parce qu'effectivement, Rosset a bien été dans un double jeu. Il n'est pas le seul personnage de la Deuxième Guerre mondiale à jouer ce jeu difficile, mais en général qui ne s'est jamais conclu à l'avantage de ses protagonistes. Je pense en vrac, à l'espion Sorgue, qui a espionné, qui a transmis aux Alliés des renseignements tout à fait importants depuis l'ambassade de Tokyo. Je pense aussi au chef de l'Orchestre Rouge, un énorme réseau d'espionnage communiste installé au profit en fait, de l'Union soviétique dans toute l'Europe. Hein. Voilà, des gens qui ont joué tout le jeu, qui en sont mal tirés. Hein. Rosset, lui, s'en est dans un premier temps plus bien tiré. Alors, question, comment ce double jeu a-t-il pu réussir? Bon, la première chose, mais là je me contenterai d'un rappel, c'est que quand les Allemands arrivent en 1940, ils ont quand même en face d'eux une masse de la population qui est loin d'être convaincue d'avance, même s'il y a quelques éléments hitlériens dans la population alsacienne, mais une masse de la population qui est d'une part totalement acquise au catholicisme et d'autre part très fortement encadrée par les ecclésiastiques catholiques et qui vont animer d'une certaine façon ce que les Allemands, les historiens allemands ont appelé d'un terme intéressant pour moi qui s'appelle la résistance. C'est qu'en allemand, aujourd'hui, les historiens distinguent la résistance, Widerstand, hein, la résistance active, comme c'est, voilà, hein, qui était le fait des cercles anti-hitlériens que j'évoquais, et puis la résistance au quotidien, hein, qui se traduit par le refus de saluer le drapeau hitlérien, par toute une série d'attitudes. Hein. La population est dans cette disposition-là, et les Allemands vont évidemment avoir envie de les acquérir à la cause nazie. Et c'est dans ce sens-là qu'ils ont monté ce qu'on a appelé par la suite la manipulation des trois épis. Hein. C'est-à-dire la signature d'un manifeste dans lequel les Alsaciens, les anciens enfermés de la prison de Nancy, étaient censés faire appel au Führer pour obtenir sa bénédiction sur une nouvelle Alsace qui serait sous leur domination. Donc le poids du catholicisme alsacien, la volonté donc des nazis, malgré tout, de ne pas se heurter de front, hein, ce qui ne allait pas empêcher de faire périr dans différents camps, les différents ecclésiastiques, différentes religieuses, qui ont empêché de mettre fin à l'activité des congrégations religieuses, hein, en 1942 en particulier, hein, lorsque Rosset a dû intervenir pour sauver les sœurs de Ribamillet et sauver les sœurs de la congrégation des soignantes de Niederbronn, leur permettre leur activité. L'habileté de Rosset est indéniable. J'encourage encore davantage. Hein. Mais c'est vrai que Rosset, il a beau être catholique, il a bien retenu la parole de l'Évangile. Quand le Christ invite ses disciples à être rusés, hein, comme des serpents. C'est dans les Écritures, vérifiez. On comprend si vous voulez, mais la philosophie de Rosset, ça va être ça. Ça va être ça. Et donc, à ce titre-là,
parce qu'il est sûr de sa bonne cause, hein, il ne va pas hésiter à truquer les comptabilités, à tricher sur les quantités. Son gros problème pour éditer des millions d'exemplaires de livres, c'est le papier. Or, il va arriver à trouver du papier parce qu'il suffit qu'il envoie un de ses bouquins, qui est justement la traduction, qui est l'impression du Vater Unser de Reinhold Schneider, à un éditeur, un fabricant de papier allemand de Berlin, pour que celui-ci lui réponde par la poste, en lui disant, et le document existe, enfin on peut le retrouver, ici, que si ça pourrait imprimer ce genre de choses-là, vous aurez de moi toutes les quantités de papier. Bon, mais encore fallait-il effectivement que les comptabilités soient aussi arrangées en conséquence. Et c'est là que Rosset n'hésitera pas à pratiquer les pots de vin, à soudoyer tous les contrôleurs du parti nazi venus vérifier la comptabilité matière et la comptabilité argent de sa société d'Asia. Et puis, il faut dire aussi que, comme les Français, le gouvernement français, les autorités françaises avaient fait l'immense bêtise, en fait, de mettre en prison ces gens-là qu'on a regroupés par la suite sous le nom de Danziger, hein, ces Danziger qui s'en sont tirés, hein, eux ont bénéficié d'une véritable aura. Et Rosset a joué à fond avec cette image de Danziger, de l'homme qui avait supposé avoir été signataire d'un papier en faveur d'Hitler, alors que ce texte dit plus, dit moins, que l'équivalent des documents signés par la quasi-totalité des fonctionnaires alsaciens qui ont exercé pendant la guerre, ça on oublie aussi, mais ce fameux manifeste de 3 épis, comme on va l'appeler par la suite, il suffit de comparer à ce que les fonctionnaires alsaciens étaient obligés de signer. Mon grand-père, en tant que cheminot, de signer un document de cela, mais a fortiori, les fonctionnaires de préfecture, les fonctionnaires de l'enseignement, tous dû signer un acte d'allégeance à Hitler. Faute de quoi, leur travail, leur emploi était purement et simplement supprimé. Et donc, je ne veux pas m'apesantir davantage sur cette histoire, mais parce que je voudrais terminer sur cet aspect-là, sur son double jeu, résumer simplement sur 4 points quelles qu'ont pu être ses réussites. 32 Alsaciens sauvés des condamnations à mort. Les preuves ont été apportées largement dans les dossiers que j'ai consultés. Parmi eux, bien que non condamnés à mort, mais parmi les gens que Rosset a indéniablement sortis des persécutions nazies, un homme politique des plus éminents de l'après-guerre, Robert Schuman. Robert Schuman, tout le monde le connaît ici, comme le père de l'Europe, hein, je l'imagine. Si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez à l'histoire. Vous vous intéressez à l'histoire européenne, donc vous savez que Schuman a été donc fondateur de l'Europe avec quelques autres. Rosset avait fait sa connaissance des avant-guerres parce que Schuman, comme Rosset, était parlementaire français. Était parlementaire français, il le sympathisait. Schuman n'était pas à proprement parler un autonomiste musulman. Soyons clairs là-dessus. N'empêche quand même que Rosset, lui, avait entretenu les meilleurs rapports pendant cette période d'avant-guerre. Schuman va être mis à l'ombre par les nazis en Allemagne et Rosset va aider à son exfiltration, on peut dire, du lieu d'emprisonnement où il était dans le Palatinat, pour lui permettre de rejoindre depuis le Palatinat l'Alsace en pleine guerre, puis de là, passer par Masbourg, parce qu'on connaît la filière, Schuman va se retrouver dans un lieu du Vaucluse, en fait, mais où les Allemands vont apprendre son existence. Donc Rosset va intervenir une deuxième fois, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer, dès que savoir à Strasbourg, à la Graue Leitung, que Schuman est à nouveau sous le coup d'une arrestation, il va envoyer un de ses hommes de confiance auprès des Alsaciens installés à Vichy, parce qu'il y a forcément des personnalités alsaciennes qui sont à Vichy, qui vont s'arranger pour prévenir Schuman, et donc Schuman va pouvoir s'en tirer. Ça aussi, je le dis sous le contrôle de l'intéressé, parce que Schuman va
témoigné de cela au procès de 1947. Il ne va pas se déplacer personnellement, parce qu'à ce moment-là, il est président du Conseil. Il est président du Conseil des ministres de la 4e République, donc il ne rentre pas dans les us et coutumes de l'époque qu'un président du Conseil se déplace, mais Schuman n'hésitera pas à envoyer son témoignage personnel, pour en même temps signifier la gratitude qu'il a vis-à-vis de Schuman. Bon, j'ai parlé des congrégations religieuses, de l'édition clandestine, je ne me présenterai pas là-dessus. Mais alors, me direz-vous, à ce stade-là, comment se fait-il que, finalement, il s'est retrouvé comme Nancy Guerre? Comment se fait-il qu'en 1940, il ait pu se retrouver aux 3 épis, entre les mains des Allemands qu'il avait récupérés des prisons françaises? Alors, je ne sais pas si beaucoup de personnes ici sont familières avec l'épisode du fameux manifeste des 3 épis. Je préfère peut-être garder ça pour les questions-réponses, parce que je vois que l'heure tourne. Et donc, je voudrais donc expliquer donc, en fait, pourquoi, finalement, les autorités françaises se sont acharnées sur lui à ce point-là. La première raison que je vois, c'est que, d'emblée, Rosset a fait le maximum pour se mettre les autorités de la Troisième République à dos. Notamment lorsque, à la tête du principal syndicat alsacien, syndicat de fonctionnaires et d'enseignants, il va mettre en échec la politique de la Troisième République sur le statut local. Parce que quand les autorités françaises, là je continue à dérouler le film à l'envers, quand les autorités françaises se retrouvent en 1919, la première préoccupation, c'est d'homogénéiser totalement toutes les dispositions du droit alsacien, du droit ayant en vigueur en Alsace, et notamment le statut des premiers. Et donc, la politique assimilationniste du gouvernement français va se heurter à une résistance extrêmement vive de la part des intéressés, tellement vive qu'elle va mettre le gouvernement en échec. Et ça, les autorités républicaines ne lui pardonneront jamais. Pardonneront jamais, parce que d'abord, c'était une mesure qui a eu des incidences économiques. Il a fallu que le gouvernement français revalorise massivement les salariés du cadre local, parce qu'ils faisaient l'objet de salaires discriminatoires, et puis il y a eu le camouflet moral, politique. En passant, un élément anecdotique, mais qui a pesé lourd jusque sur la fin, puisqu'on en trouve trace dans les documents que Mme Mullière m'a communiqué, je veux parler de l'opposition absolue entre 2 personnalités qui se fait jour dès ces époques-là. Donc Joseph Rosset, qui est au centre de ma conférence, mais aussi un autre Alsacien qui s'appelle Marcel Edmond Negelen. Marcel Edmond Negelen, au moment où se déroulent les événements que je viens d'évoquer à la seconde, c'est-à-dire la lutte des fonctionnaires alsaciens pour l'égalité des droits, lui est né à Belfort, donc fonctionnaire importé, on va dire, de l'intérieur, va se retrouver, lui, à la tête d'un syndicat ultra-minoritaire, pour l'époque, qui s'appelle le SNI, Syndicat National des Instituteurs. Et entre les 2 hommes, s'établit à ce moment-là, mais pas tellement de la part de Rosset, mais de la part de Negelen, une haine absolue, qui continuera à vouer à Rosset jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, parce que ce Negelen va connaître une carrière politique de toute première grandeur. Il va se retrouver ministre de la 4e République, ministre socialiste de la 4e République en 1945. Il va même se retrouver gouverneur général de l'Algérie, où il ne laissera pas un souvenir tout à fait exceptionnel, aussi, mais dans le sens, parce que moi, j'ai fait mes études à l'Institut d'études politiques à Strasbourg, ici, on nous parlait volontiers des élections Negelen, pour qualifier les élections qui avaient été organisées sous le gouvernement général de cet individu, à l'époque où il avait été gouverneur général de l'Algérie, et où, pour faciliter
l'élection du ministre de la Justice, le radical Mayer, qui va être au ministère de la Justice, qu'en procès